Dès les tout premiers instants du conflit entre la Russie et l'Ukraine, une réalité s'est imposée au-dessus de toutes les autres. L'Ukraine est entrée dans la lutte en position d'infériorité. Elle faisait face à un adversaire disposant de réserves humaines plus profondes, de vastes stocks de véhicules blindés et d'une capacité à soutenir des opérations prolongées. Sur le papier, le déséquilibre était évident. Et pourtant, ce qui s'est déroulé sur le champ de bataille raconte une histoire bien plus complexe. Une histoire façonnée non seulement par les chiffres, mais aussi par la réflexion, le timing et l'adaptation. Car si l'Ukraine ne peut rivaliser avec la Russie en termes de volume pur, elle a constamment trouvé des moyens de compenser cet écart par la stratégie. Une planification minutieuse, une chaîne de commandement flexible et une capacité à lire le champ de bataille ont permis aux forces ukrainiennes de rester compétitives, même sous une pression constante. Parmi les nombreuses approches développées au cours de cette guerre, l'une se distingue par sa précision et sa répétabilité. Une méthode souvent décrite comme attirer et épuiser. Pour comprendre son fonctionnement, il est utile de prendre du recul et d'observer la manière dont les conflits se déroulent traditionnellement. Dans un scénario conventionnel, les forces envahissantes avancent tandis que les défenseurs établissent des lignes fortifiées, tentant de tenir le terrain le plus longtemps possible. Ces lignes deviennent le point focal des affrontements, chaque camp mesurant son succès en fonction des avancées ou des replis et de l'étendue des territoires gagnés ou perdus au fil du temps. Mais ce modèle dépend fortement d'un certain équilibre. Lorsqu'un camp dispose d'un avantage significatif en personnel et en équipement, la défense statique devient de plus en plus difficile à maintenir. Avec le temps, la pression s'accumule, les ressources s'étirent, et même les positions les plus solides peuvent finir par céder. Les planificateurs ukrainiens l'ont compris très tôt. Tenir chaque position indéfiniment aurait un coût élevé et ce coût pourrait devenir insoutenable. Ainsi, au lieu de considérer chaque parcelle de terrain comme immuable, ils ont adopté une approche plus fluide. Une approche qui privilégie la préservation des forces, le timing et des engagements contrôlés. C'est ici que le concept attirer et épuiser prend forme. Tout commence discrètement. Les unités ukrainiennes identifient des zones spécifiques le long du front, des emplacements déterminés par le terrain, la visibilité et les schémas de mouvement. Ces choix ne sont pas aléatoires. Ce sont des zones soigneusement sélectionnées où les déplacements peuvent être influencés. Des obstacles tels que des mines, des barrières, des tranchées et des éléments naturels sont utilisés pour canaliser les forces adverses vers des trajectoires prévisibles. De l'extérieur, ces zones peuvent sembler faiblement défendues et cette impression est intentionnelle. De petites équipes ukrainiennes se positionnent dans ou à proximité de ces zones. Leur rôle n'est pas de tenir indéfiniment mais d'entrer en contact. Des engagements brefs et contrôlés destinés à signaler une présence sans s'engager pleinement. Quelques tirs, une réaction visible, juste assez pour attirer l'attention. Puis, à un moment calculé, elle se retire. Pour une unité en progression, cela peut apparaître comme une opportunité. Une position défendue semble avoir été abandonnée. L'élan se renforce. Le chemin semble ouvert. Mais au-dessus de tout cela, invisible pour ceux qui se trouvent au sol, des drones de surveillance suivent déjà chaque mouvement. Ces observateurs aériens transmettent des informations en continu. Taille des unités, formation, équipement, direction. Chaque détail alimente la phase suivante de l'opération. Puis lorsque les conditions sont réunies, la situation bascule. Ce qui semblait être une avancée simple devient soudain un engagement coordonné. Les systèmes d'artillerie, déjà préparés avec des coordonnées précises, lancent des frappes ciblées. Les mortiers suivent. Dans certains cas, des drones viennent ajouter une pression supplémentaire, ciblant les véhicules ou des positions clés. L'endroit qui paraissait sûr quelques instants plus tôt devient soudainement exposé. Et parce que la zone a été choisie à l'avance, chaque élément, des angles d'approche aux routes de repli probables, a déjà été pris en compte. Des zones secondaires peuvent également entrer en jeu, couvrant les sorties ou renforçant l'encerclement de l'engagement. Durant cette phase, le timing est essentiel. L'objectif n'est pas une confrontation prolongée, mais l'efficacité engagée
appliquer une pression, puis se désengager avant que la situation ne puisse évoluer défavorablement. Une fois l'engagement terminé, les unités ukrainiennes reviennent en position. Les lignes sont rétablies, la surveillance reprend, le cycle recommence. Ce qui rend cette approche efficace ne réside pas seulement dans son exécution, mais dans la philosophie qui la sous-tend. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la tenue du terrain, elle met l'accent sur le contrôle des mouvements, du timing et de l'information. Les avancées et les replis deviennent des outils et non des échecs. Les changements de position à court terme sont acceptés s'ils contribuent à une stabilité à long terme. Elle reflète également une différence plus large dans la manière de penser les opérations. Un camp peut privilégier une progression continue, mesurant ses succès par le terrain conquis. L'autre se concentre sur la durabilité, minimiser les pertes, préserver ses capacités et façonner les engagements selon des conditions favorables. La technologie joue également un rôle majeur. La présence constante des drones a transformé la manière dont les deux camps perçoivent le champ de bataille. L'information circule plus rapidement, les décisions sont prises avec une meilleure connaissance de la situation et les opportunités peuvent être identifiées en temps réel. Mais cette stratégie n'est pas sans défi. Elle dépend d'une grande précision. Si le timing est imparfait, si un repli intervient trop tard ou si une réponse est retardée, l'équilibre peut basculer rapidement. Les forces adverses peuvent appeler des renforts, compliquant la situation et réduisant l'efficacité du plan. L'exécution doit être constante, la communication doit être claire et surtout, la coordination entre les unités, au sol comme dans les airs, doit rester fluide et sans faille. Lorsqu'elle fonctionne, cependant, les résultats peuvent être difficiles à interpréter de l'extérieur. Des rapports peuvent de faire état d'avancée dans certaines zones, suivis peu après de replis. Des positions peuvent changer de main plusieurs fois en quelques jours. Pour les observateurs, cela peut sembler imprévisible, mais sous cette apparente instabilité, il existe une structure, un schéma, un effort délibéré pour gérer les engagements plutôt que simplement les subir. Et avec le temps, ces cycles répétés produisent des effets plus larges. Du matériel est perdu, les unités sont remplacées, le moral peut évoluer face à des avancées répétées mais peu concluantes. L'effet cumulatif s'intègre alors dans une vision plus globale du conflit. C'est pourquoi comprendre les conflits modernes nécessite plus que le simple suivi des lignes sur une carte. Les changements territoriaux restent importants, mais ils ne sont plus le seul indicateur du momentum. La manière dont ces changements se produisent et ce qui se passe immédiatement après peuvent être tout aussi déterminants, car dans l'environnement actuel où la surveillance est constante et les temps de réaction toujours plus courts, la flexibilité est devenue un facteur décisif. L'idée de tenir chaque position à tout prix est aujourd'hui remise en question. À sa place, une approche plus adaptative émerge, une approche qui accepte le mouvement, valorise le timing et recherche l'avantage non seulement par la force, mais aussi par la conception. Dans cette logique, chaque décision devient une pièce d'un ensemble plus vaste, où l'anticipation compte autant que l'action elle-même. Les commandants ne cherchent plus uniquement à réagir, mais à façonner les conditions futures du combat, en influençant le rythme et la direction des opérations. Cette approche transforme le champ de bataille en un espace dynamique, où l'initiative circule constamment entre les acteurs. Elle exige sang-froid, discipline et une lecture précise des signaux, même les plus subtils. Car au-delà des mouvements visibles, ce sont souvent les intentions dissimulées qui déterminent l'issue des engagements. À mesure que cette dynamique s'installe, la notion même de victoire évolue. Elle ne se limite plus à la prise immédiate d'un objectif, mais s'inscrit dans une temporalité plus longue où l'accumulation d'avantages progressifs finit par produire un basculement. Chaque engagement, même mineur en apparence, peut contribuer à déséquilibrer l'adversaire s'il est intégré dans une vision cohérente. Cela suppose une grande maîtrise des ressources, mais aussi une capacité à accepter l'incertitude sans perdre en cohérence stratégique. Et si vous souhaitez continuer à explorer comment des stratégies modernes comme celle-ci redéfinissent le champ de